matin. Le club de la presse européen, l'actualité politique commentée, décryptée par nos deux plumes du jour. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Alors après les retraites, ouverture ce jour d'une nouvelle séquence que l'exécutif espère bien plus favorable pour lui. Séquence fiscale à la manœuvre. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, haro sur la fraude fiscale, en particulier celle des gros patrimoines. On va laisser Michel Fugain nous résumer la philosophie générale du plan. Qui c'est qui est très gentil? Qui c'est qui est très méchant? Et voilà, gentil avec les petits et méchant avec les puissants. C'est en substance le fond de ce plan d'offensive contre la fraude fiscale. Alors, cause extrêmement fédératrice, on va dire, Olivier d'Artigol. Qui est contre la fraude fiscale? Personne. Oui, mais il y a des annonces intéressantes aujourd'hui, notamment sur les moyens mobilisés pour aller chercher donc qui est cette, pour la fraude fiscale, cette fraude. Alors, il cible, il cible. Donc il y a deux cibles, les 100 premières capitalisations boursières. Donc là, on va chercher les entreprises, hein. les grosses entreprises, 440 et au-delà, avec un contrôle fiscal tous les 2 ans. Et les gros patrimoines, avec l'objectif d'aller vers plus 25%, je crois, de contrôle d'ici la fin du quinquennat. Bon, il y a un océan à aller chercher. C'est-à-dire 80, 100 milliards, il y a une bataille un peu sur le chiffrage. Par définition, on ne connaît pas le montant exact de la fraude fiscale. Et puis on parle de fraude fiscale, et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le sous-texte, c'est d'aller réfléchir aussi, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, sur l'optimisation fiscale, puisqu'il y a parfois des kits juridiques qui sont donnés pour les personnes les plus fortunées, qui leur permettent d'aller vers un contournement de l'impôt. Donc, création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale. Alors avec M. Attal, c'est toujours aussi un peu pareil, le gouvernement en général, le verbe est haut. Il faudra voir si véritablement les moyens sont mobilisés. Eugénie Bastier, il y a une politisation de l'impôt. On l'avait vu très clairement pendant les Gilets jaunes. Ça y est, effectivement, c'est peut-être aussi à défaut de pouvoir augmenter des impôts en ces temps de dépenses et de dettes extrêmement élevées. Haro sur la fraude fiscale. Comme il n'y a plus de grains à moudre, de grains à prélever, il faut essayer de rationaliser ce qui existe. Et effectivement, la fraude fiscale est un moyen d'agir et de trouver de l'argent. Et d'ailleurs, je pense que pour les marchés financiers, ce qui rassure le plus les marchés financiers, c'est pas tellement la retraite à 62 ans, mais c'est la puissance de l'administration fiscale française qui fait qu'on sait que la France jamais ne tombera en faillite parce qu'elle a des agents d'impôt elle a une capacité à lever l'impôt qui fait que ça rassure aussi les marchés financiers. Voilà une administration qui fonctionne très très bien en France. L'administration fiscale, on peut s'en vanter. Après, moi je crois qu'effectivement, on ne peut pas être contre la lutte contre la fraude fiscale. Évidemment, c'est une cause très consensuelle. Simplement, ça ne règle pas le problème de fond, à mon avis. Vous savez ce que disait Pompidou, hein, la fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme. Là où il y a de l'impôt, il y a de la fraude. Et ça ne règle pas le problème de fond qui est pourquoi il y a tant de fraude. C'est parce qu'aussi on est un pays qui a un taux de prélèvement obligatoire absolument hallucinant, 45% du PIB. Je rappelle que dans l'OCDE, c'est 34%. Donc on est au-dessus de tous les niveaux. Et la pression fiscale explique une partie de la fraude, pensez-vous? Bien sûr, évidemment. Et c'est pareil pour la fraude sociale, si vous voulez. Si on a autant de fraude sociale, c'est qu'on a un système généreux, indiscriminé, une immigration massive et anarchique qui fait que la fraude sociale se multiplie. On aura beau multiplier les contrôles, si on ne règle pas le fond du problème, qui est effectivement, dans le cas de la fraude sociale, une distribution anarchique des aides et indiscriminée, et dans le cas de la fraude fiscale, effectivement, un taux d'imposition qui pousse à l'évasion fiscale, on ne réglera pas fondamentalement le problème. C'est pas en multipliant. Rappelons quand même que depuis le début du macronisme, le taux d'imposition concernant les grandes entreprises, notamment via la baisse de l'impôt sur les sociétés ou pour les très gros patrimoines, j'ai en mémoire le changement de fiscalité sur l'ISF qui rapportait de mémoire à l'époque 5 milliards et aujourd'hui ce qui a remplacé l'ISF ne rapporte aux caisses de l'État que 1 milliard. Donc il y a quand même un vrai sujet. Il y a eu une politique pro-business, pro-grande fortune réelle, même les économistes qui n'ont pas le couteau entre les dents, qui sont des conseillers de première heure d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que c'est pas une concession à l'attractivité que veut faire le gouvernement? Oui, ça fait baisser le chômage. Parce qu'effectivement, vous avez raison, Olivier d'Artigol, de rappeler qu'il y a une politique assez
très favorable aux revenus menés par Emmanuel Macron, au nom de l'attractivité de la France. Parce qu'on se rappelle, François Hollande, 2014, en 2012, sa taxe à 75% provoque un mouvement massif de fuite. Il a été élu. Forcément de très, Emmanuel très riches, Macron a été élu à cause du rabot fiscal. Il faut quand même s'en souvenir. Mais est-ce qu'on peut quand même se dire que les plus grosses entreprises doivent jouer le jeu. Le patron d'une PME, PMI, lui, il n'a pas d'autre solution que de jouer le jeu. Et que les plus grosses fortunes dans notre pays, dont la part de la fortune justement a augmenté de manière sidérante au cours des dernières années, doivent aussi jouer le jeu de la solidarité nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de populisme fiscal dans les annonces de Gabriel Attal? Je vous demande ça parce qu'il est question de créer un délit vous l'avez dit ça, mais une sanction d'indignité fiscale et civique. Vous êtes condamné quand les méchants sont méchants, il faut, oui. Il est question de créer du TIGE, travaux d'intérêt général pour les gros fraudeurs qui iront repeindre le centre des impôts. Dit par exemple Gabriel Attal dans Le Monde. Alors j'ai vu ça, il dit que quand il n'y a pas de privation quand il n'y a pas de privation de liberté, nécessité d'aller sur des travaux d'intérêt généraux. C'est du populisme fiscal, ça. Il prend cet exemple-là. Je vois l'opération politique aussi, qui consiste à dire, dans l'apaisement du pays, alors que la question de la justice sociale a été très forte au cours des derniers mois via le débat sur la réforme des retraites, on va faire des annonces pour faire baisser un peu la température. Je vois en effet l'habileté politique, mais ma foi, si on peut parler de l'évasion fiscale et de la taxation des plus riches dans un pays où ce débat a été souvent muselé, tant mieux. Pardon, mais le vrai tabou en France, il n'est pas sur la fraude fiscale, il est quand même sur la fraude sociale, qui est quand même qui n'a jamais fait l'objet d'un débat national et qui est souvent mis sous le boisseau. La fraude fiscale, encore une fois, tout le monde est pour. Tout le monde est pour lutter contre. Et moi, d'ailleurs, je ne renverrai pas dos à dos fraude fiscale et fraude sociale parce que il y a quand même, moi, je trouve philosophiquement une différence entre refuser de contribuer et prendre ce qui ne vous est pas dû. La fraude fiscale passionne la gauche, la fraude sociale est exécrée par la droite. C'est refuser de contribuer. Et de donner à l'État, c'est pas la même chose que de prendre. Les niveaux financiers sont. Oui, au niveau financier, mais je parle d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire du rapport à l'État. Pour l'une et de milliards pour l'autre. Et je pense que c'est pas philosophiquement la même chose, même si c'est évidemment très grave. Et moralement, ça pose un problème. La question, moi, qui m'intéresse, que je trouve très intéressante dans le consentement à l'impôt, c'est pourquoi on accepte de contribuer à un impôt. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il y a une légitimité, qu'il y a une forme de patriotisme. Donc sans patriotisme, il n'y a pas de consentement à l'impôt. Et on reconnaît une forme de communauté nationale. S'il n'y a plus de communauté nationale, si on est dans un contexte d'archipélisation de la société, le consentement à l'impôt s'effrite, s'effondre aussi bien vers le bas, puisque effectivement chacun essaie de prendre le maximum de la part de l'État, et vers le haut, parce qu'on ne veut plus contribuer pour une solidarité nationale qui n'a plus sens, puisqu'on ne paye plus pour sa communauté, mais pour une façon différente. Les premières fractures au consentement à l'impôt, c'est l'état des services publics. Quand une personne arrive dans un système hospitalier public et voit la manière dont cela dysfonctionne malheureusement. Quand on a le dernier bureau de poste d'un quartier populaire qui ferme son accueil, quand tout cela est en train donc de se détériorer, beaucoup de personnes disent en effet à quoi, pour prendre cette formule assez usitée, à quoi mon argent sert. Ça, c'est une vraie question. Le slogan, c'est en avoir pour mes impôts. Celui que va populariser Gabriel Attal. Mais encore une fois, si ces annonces sont suivies d'une amélioration pour aller chercher cette évasion fiscale, tant mieux. Mais jusqu'au jour où quelqu'un va, monsieur, madame, tout le monde, va avoir débarqué un contrôleur des impôts pour dire, vous savez, votre piscine, là, vous avez déclaré, là, qu'il va falloir régulariser, etc. Parce que la fraude, c'est bien quand c'est les autres que l'on condamne. Quand ça se tombe sur soi, on est généralement un petit peu plus circonspect. Nous allons voir la manière dont les choses se passent dans les prochains mois. En espérant que ce ne soit pas un effet d'annonce. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a une mythologie à gauche qui consiste à dire finalement il y aurait 100 milliards de fraude fiscale, une espèce de jackpot, de pactole qu'on pourrait saisir pour financer les services publics, pour financer la France. Je crois très légèrement à cette idée parce que pour moi c'est un mythe. Parce que en fait, et si on regarde concrètement les choses, ce serait beaucoup plus bas, ce serait autour de 30 milliards. Les services de l'État disent de 30-40. Voilà. Cette idée finalement qu'il y aurait un jackpot disponible qu'il n'y aurait qu'à saisir, en fait c'est facile à dire mais pas à faire parce qu'effectivement on va voir l'efficacité de cette lutte contre la fraude fiscale. C'est pas si facile que ça, surtout dans un contexte de mondialisation généralisée, dans un contexte européen où à l'intérieur même de l'Union européenne vous avez des sortes de paradis fiscaux, le Luxembourg, l'Irlande. J'ai raison sur une chose, si on ne complète pas, par exemple dans les paradis fiscaux, il faudrait rajouter Luxembourg, Irlande, Belgique, Pays-Bas. On a des voisins, effectivement. Voilà, donc présentation de ce plan contre la fraude fiscale par Gabriel Attal aujourd'hui. Et il sera, Gabriel Attal, demain dans le studio d'Europe 1 avec Romain Desarbres, midi 13h. Vous prendrez la parole, vous pourrez lui poser vos questions. 01 80 20 39 21, le nouveau numéro d'Europe 1 qui est totalement gratuit. Merci Eugénie Bastier, merci les vieux d'Article. Il n'y a pas d'impôt sur Europe 1.